Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace conférence Geek Life en partenariat avec Radio Alpa. On va parler du rôle d'allié dans les luttes égalitaires. Je vous présente Quentin qui est l'animateur de la chaîne Twitch La Cantine, comme une cantine. Exactement, comme une cantine, ouais. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Mais comme mon prénom aussi, Quentin, cantine. Mais sauf que ça s'écrit comme le lieu où on mange. Merci de m'accueillir déjà, merci beaucoup et merci à vous d'être là. Merci infiniment. C'est un vrai plaisir, pour moi c'est hyper important qu'on puisse parler de tout ça. On voulait faire sur Geek Life un vrai espace où on puisse, une safe place comme tu dis, un espace où on se sente bien et on puisse parler de tous ces sujets sans être jugé. Toi tu as consacré du coup une chaîne Twitch, tu fais des talks sur la cantine tous les après-midi, 5 après-midi par semaine? Ouais c'est ça, du lundi au vendredi de 12h45 à 17h, tous les jours du lundi au vendredi. Ouais. Et en fait on parle, je résume, tu me dis si c'est bon, on parle de sujets de société avec un prisme inclusif, tout le monde est le bienvenu, ouais. On juge personne, c'est une vraie safe place. On essaye de le garantir, c'est vrai que très souvent, j'avoue que la colère de Deadpool est légitime, j'avoue que très souvent sur internet on va avoir tendance à voir des choses qui vont potentiellement heurter certaines sensibilités. C'est ok dans l'absolu parce qu'on peut y être averti, on peut y être préparé en disant ok je vais sur cet endroit et je sais que potentiellement si j'ai cette sensibilité là ça peut me heurter, etc. Sur la chaîne de la cantine on essaye effectivement de faire en sorte que eu égard de ta sensibilité, eu égard de qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu ne représentes pas, tes engagements, tes non-engagements, etc. Tu puisses te sentir bien, soit parce que tu peux apprendre quelque chose un peu en te marrant, parce que l'idée quand même c'est de tourner aussi beaucoup en dérision les trolls qu'on peut avoir, les choses comme ça, mais en essayant de garantir une safe space eu égard de qui tu es et ce que tu fais à ce moment-là. Et on se le dit, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe dans les discussions, on peut ne pas être d'accord avec le ton des échanges, mais on est aussi là pour simplement... on peut échanger, on peut se dire qu'on n'est pas d'accord et s'expliquer pourquoi, dans le plus grand des calmes, comme on le ferait dans un endroit civilisé en fait. Alors oui, et comme on le fait de moins en moins, mais moi j'adore quand quelqu'un commence une phrase en disant alors je suis pas d'accord avec toi, parce que je me dis il y a quelqu'un qui va m'expliquer comment il ou elle pense. Je sais comment moi je pense, je sais comment quelqu'un comme moi pense, puisque je suis quelqu'un comme moi, mais je sais pas comment quelqu'un qui ne pense pas comme moi pense et en arrive là. Donc tant qu'on est dans le respect des personnes individuellement, collectivement et dans le respect de la loi, on peut débattre de tout. Il faut pas confondre opinion et délit. Il y a des choses qui se passent dans votre tête qui sont une opinion et c'est ok en fait parce que personne va aller vérifier, mais à partir du moment où quelque chose est exprimé, elle prend le risque de devenir, si c'est le cas, délictueuse. Je prends le cas de l'homophobie, la transphobie, la misogynie, le racisme, l'antisémitisme, tout ça, c'est pas des opinions. À partir du moment où c'est exprimé, ça devient des délits parce que ça peut être poursuivi. Donc tant que sur la chaîne en l'occurrence, on respecte et les personnes collectivement et les personnes individuellement et la loi, on peut à peu près tout se dire. On va dérouler la préparation que tu as faite, mais je voudrais qu'on place deux éléments importants de contexte avant. Quentin, c'est quoi les luttes égalitaires ? Alors, il y en a plein. Alors, de toute façon, il y a presque autant de sujets qui concernent les personnes que de personnes. Tu vois, peut-être que toi, ce qui te tient à cœur, c'est les droits de l'enfance. Peut-être qu'une personne qui va arriver, ce sera les causes antiracisme, parce qu'elle-même victime ou pas d'ailleurs. Les causes égalitaires, c'est tout ce qui va essayer de favoriser le vivre ensemble. C'est volontairement très large, mais c'est la lutte contre les discriminations. On peut identifier 5 très grands piliers de discrimination, mais en réalité, il y en a autant qu'il y a de personnes, parce que quand tu te dis ok, il y a des discriminations qui peuvent être raciales, il y a des discriminations sur le physique, il y a des discriminations sur la personne en situation de handicap ou non, sur l'orientation sexuelle, romantique ou de genre, et des discriminations religieuses, etc. Mais en réalité, si tu prends l'exemple d'une personne noire qui va vivre du racisme potentiellement, et d'une personne femme qui va vivre du sexisme, si tu prends une personne noire femme, elle va vivre une nouvelle forme de discrimination cumulé de sexisme, de racisme et potentiellement d'érotisation, d'exotisation du corps. Et c'est une nouvelle forme de discrimination. Et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire que plusieurs formes d'oppression entre elles, cumulées, vont en faire naître des nouvelles. Donc il y a autant de luttes égalitaires, de causes égalitaires quelque part qu'il y a de personnes qui les vivent, en gros. Et c'est quoi la définition d'un allié dans ces luttes égalitaires ?
Eh ben, un allié ou une alliée, c'est quelqu'un qui essaye de se dire ok, je suis peut-être pas directement en première ligne, c'est peut-être pas moi qui tous les jours subit du racisme, du sexisme, du validisme, mais en réalité j'ai pas envie d'avoir peut-être le vocabulaire de quelqu'un qui serait agresseur ou agresseuse. J'ai envie de prendre moi aussi ma part dans ce combat-là. On peut ne pas. On peut être très nihiliste et dire bah moi je m'en fous, je veux bien que la société elle crame, c'est pas très grave et je continuerai à faire mes blagues parce que j'ai envie de les faire. Et on peut aussi se dire bah ouais, mais moi j'avais pas conscience que statistiquement dans une salle de classe sur 30 élèves, il y en a 1 sur 10 ou 1 sur 10 qui est victime de violences intrafamiliales par exemple. Je vais pas les citer pour pas heurter, mais on peut tous se les imaginer, j'imagine, ces violences intrafamiliales. Ne serait-ce que de l'avoir en tête, ça permet de prendre du recul sur les blagues qu'on peut faire avec qui on les fait selon si on connaît ou pas les personnes, etc. etc. Essayez de faire en sorte que une safe place, je fais attention en disant safe place parce qu'hier en expliquant ce que j'ai voulu dire, des gens ont compris que je disais comment faire une sextape en ligne. Non, c'est pas, j'explique pas comment faire une sextape en ligne, hein. Enfin ça c'est une autre chaîne que j'ai mais qui a rien à voir. Tu streames le matin du coup, la cantine c'est l'après-midi. Là, une safe space. Et donc, essayer de faire en sorte qu'une safe space ou une safe place puisse exister, ça peut aussi être une démarche qu'on veut faire dans son entourage, dans son cercle, de dire écoute, quand tu viens manger à la maison, je vais faire en sorte de ne pas heurter un sujet qui pourrait être le tien. T'invites un pote VG, tu lui fais pas un steak. Voilà, par exemple. Ouais, si tu veux, on déroule un petit peu. Donc, la chaîne Twitch de la cantine. si, c'est moi. Ouais. La chaîne Twitch de la cantine, donc c'est une chaîne qui a un petit peu moins d'1 an, qui prend le slogan de divertissement engagé. C'est-à-dire que c'est du divertissement avant tout, hein. C'est une émission quotidienne où on vient là pour se marrer, apprendre des trucs mais se marrer, et engagé parce que il y a quand même des prises de position qui sont assumées. Mais c'est pas de l'engagement pur et dur. Dans le combat militant, on sera toujours moins engagé que quelqu'un qui a déjà fait beaucoup plus de chemin et beaucoup plus engagé que quelqu'un qui n'en aura pas fait. Là, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir parler à tout le monde, eu égard de ton parcours culturel, militant, non militant, etc. Donc, c'est une chaîne qui est en constante évolution, en constante remise en question et qui apprend de son public tous les jours. Je vais y revenir après et j'y vais un peu là-dessus. Donc, en gros... Noémie Delattre, qui est une essayiste, une chroniqueuse et une humoriste, qui se joint à Jean-Paul Sartre pour dire que les mots forment la pensée, c'est-à-dire que c'est grâce aux mots, avec les mots, qu'on va former notre pensée. Sans les mots, on va simplement avoir des émotions, des réactions, mais grâce aux mots, on va former notre pensée. Tu me demandais ce qu'était un allié. Alors le site Wikitrans, et ça fait un peu consensus là-dessus, c'est une personne, ou une alliée, c'est une personne qui défend les causes et les droits d'une communauté marginalisée à laquelle elle n'appartient pas et qui est reconnue comme telle par les membres de la communauté en question. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un matin en disant « je suis un ou une alliée ». En réalité, ça doit se faire valider par des personnes qui disent allez, je te dis, tu utilises le bon vocabulaire, tu n'es pas un agresseur ou une agresseuse. C'est la musique de La Cantina, hein. La Cantina, Star Wars, donc voilà, quelque part il y a un lien. Qui se présente pour nous à Geek Live directement. Donc en gros, on s'autoproclame pas allié, mais on peut agir en tant qu'allié quelque part, tu vois, en essayant de dire ok, je sais pas tout, parce que on ne naît pas sensibilisé à tous les termes qui existent, c'est normal. Je fais un peu de provoque. Tu dis on peut pas se définir allié soi-même. Comment tu fais pour recevoir ta carte de membre ? Bah en fait tu t'en fous dans l'absolu. Ce que je veux dire c'est quand, je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui va être croyant, il est croyant, il attend pas que Dieu lui mette un tampon sur le front en disant bah ça y est t'as été... Non, il agit en tant que croyant, hein, j'imagine. Bah être allié, loin de moi l'idée de faire du prosélytisme, justement, mais ce que je veux dire c'est que être allié c'est une attitude, c'est essayer de ne pas froisser les gens, c'est de prendre... Enfin de pas froisser les gens, de respecter les sensibilités, parce que t'as le droit aussi de vouloir froisser pour faire avancer des lignes sur certains sujets. Moi j'aime bien froisser les personnes qui sont des agresseurs par exemple, tu vois, donc c'est pas de ne froisser personne, c'est d'essayer de choisir un petit peu qui va être le récipiendaire de ce que tu vas dire. Donc en gros t'essayes d'agir comme un ou une alliée, ça veut dire bannir certaines expressions, essayer d'être plus inclusif potentiellement dans ton langage ou plus inclusive, et prendre en compte ça. Mais ça passe par une sensibilisation. Si tu ne reçois pas du tout l'info, je veux dire, tu te lèves pas un matin en disant ah bah j'ai compris. Toutes les personnes ont des sensibilités différentes et maintenant il faut que j'inclue plus ça. Tu le sais pas, si tu le vis pas, tu n'y es pas confronté. Mais grâce à internet, on peut essayer de se renseigner. On peut parler à des personnes concernées, on peut essayer de faire évoluer ce point de vue là. Et
Et tu peux aussi juste les écouter, parler avec les personnes concernées. Parce que on a plein d'exemples dans les médias de gens qui viennent revendiquer des choses qu'on va juger légitimes ou ridicules parce que c'est notre sensibilité, mais tu peux simplement juste écouter pourquoi la personne elle se considère comme ça, elle dit ce truc là, sans forcément venir apporter ton prisme de jugement avant qu'elle ait fini en fait. Oui, et puis il faut toujours avoir en tête que une personne qui va exprimer son point de vue et son ressenti, ce sera le ressenti de cette personne et ce sera sa réalité. Il faut le respecter, mais cette personne ne devient pas immédiatement porte-parole d'absolument toutes les personnes. Si je prends l'exemple d'une personne victime de racisme, elle va pouvoir dire ce que c'est que de vivre du racisme, mais son vécu de son racisme ne sera peut-être pas le même qu'une autre personne victime de racisme. Mais en tant que personne ne vivant pas le racisme, eh ben déjà il faut se permettre d'écouter un petit peu les personnes. Oui, parce qu'on va juste planter, pour les gens qui nous écoutent en podcast ou sur Radio Alpa, si je te regarde de l'extérieur, t'as quand même l'air d'être un mec blanc et valide. Ouais, je suis un mec pas concerné cisgenre, ouais. Blanc, valide, tu as tout à fait raison. Donc tout ce qui va être, regarde, j'ai affiché sur l'écran les discriminations les plus courantes. Origine ethnique, je ne l'ai pas. On me discrimine pas en fonction de mon origine ethnique. En tout cas en France, je ne l'ai jamais ressenti. Voilà. Origine sociale, ça c'est du classisme, je l'ai jamais vécu. J'ai jamais été dans une classe si haute, je parle de moi là, j'ai jamais été dans une classe si haute que du coup on me l'a fait ressentir, jamais été dans une classe si basse que du coup on me l'a fait ressentir. Donc je suis passé à travers les mailles du filet. Le genre, il se trouve que j'appartiens à un genre plutôt dominant dans notre société, patriarcale encore aujourd'hui. Et donc du coup, même si j'appartiens à un genre minoritaire, parce que on est plutôt 49% personnes hommes dans le monde, même en France, versus 51%, et pourtant les personnes femmes restent une minorité politique. Tu vois, donc c'est une minorité, c'est pas toujours une minorité numéraire. Et puis après, appartenance religieuse, situation de handicap, appartenance au spectre LGBTQIAP+. Je suis valide, je parle pas de mon orientation religieuse et j'ai pas été discriminé là-dessus. Et pour ce qui est du spectre LGBTQIAP+, ça n'est pas marqué sur mon visage et donc j'ai jamais subi de discrimination là-dessus. Il se trouve que, en plus, je n'appartiens pas forcément au spectre LGBT. En plus, tu le dis, tu as une sorte de. Tu l'as dit de façon transparente sur les différents lives de la cantine. Ouais. Tu as un enfant. Ouais. Donc automatiquement, sans s'intéresser à ta vie privée, tu te retrouves immédiatement catalogué dans une catégorie de... Oui, alors il y a une présomption d'hétérosexualité qui est rigolote et avec laquelle je joue parce qu'elle me dérange pas. Parce qu'en réalité, alors si on veut parler de moi, LGBTQIA, et j'ai pas mis le P pour les personnes... pan et ou polia. Le Q est pour queer et on pourra revenir à l'inversement du stigma et du trauma de ce terme. Il peut être aussi pour questioning parce qu'en fait c'est une démarche, c'est une évolution dans la vie, ça peut changer, ça peut être fluctuant. On peut s'identifier et être certain très tôt dans sa vie comme ne pas l'être. Voilà, donc pour moi c'est un cheminement là-dessus. Donc, mais effectivement, dès lors qu'on dit je suis papa, il y a une présomption d'hétérosexualité. Mais en l'occurrence, elle me dérange pas. Est-ce que tu la vis bien, cette présomption d'hétérosexualité ? Oui, parce qu'elle me permet de jamais être discriminé et d'avoir des procès d'intention là-dessus. Donc justement, et je sais que c'est là où tu veux en venir. Du coup, en gros, je me sens comme Peter Parker dans Spider-Man. C'est que le fait de ne pas être discriminé m'apporte un pouvoir. C'est-à-dire que oui, j'ai conscience que je suis le contraire de l'intersectionnalité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu cumules plusieurs formes de discrimination, bonne chance, tu vois, donc ça en crée d'autres. Mais quand c'est l'inverse et que tu cumules plusieurs formes de privilèges, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Parce que j'ai pas choisi d'être privilégié, c'est un fait. Bon, je trouve plus facilement un emploi que des personnes qui sont discriminées. Je peux rentrer. Plein d'exemples, je peux rentrer en boîte, je peux preuve de sécurité, de contrôle aux faciès, de ce genre de choses. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce passing, c'est-à-dire du fait de pouvoir passer partout, quelque part, tu vois. Moi, j'ai décidé justement de le mettre au service des causes égalitaires. Mais c'est un cheminement et je sais que tous les jours, j'y apprends. Il y a un slogan qui me plaît beaucoup, qui est né dans les années 1960 aux États-Unis, qui dit « l'intime est politique ». Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on oublie que la chose politique, elle se joue pas qu'une fois tous les 5 ans aux échéances électorales. Elle se joue pas juste quand on nous demande notre avis pour un bulletin de vote. Elle se joue dans la discussion informelle permanente. Là, ce qu'on fait,
c'est politique. Les discussions que vous allez avoir chez vous, avec les collègues à la machine à café si vous travaillez, dans votre université, dans votre lycée, dans votre collège, tout ça c'est politique. Même dans votre famille, c'est politique. Une discussion, c'est un peu comme un cadeau. Elle nous prend de l'énergie, elle nous prend des PV à nous, elle nous prend peut-être 10 points de vie. Voilà, du point de vue, c'est pas beaucoup, on en a peut-être 1 milliard. Mais ma discussion qui m'a pris 10, si ça se trouve, toi, tu la reçois et pour toi, elle vaut 1 million. Et j'en avais pas conscience parce que c'est ce qu'on fait. On est des animaux sociaux, on essaye de discuter. La discussion informelle permanente est extrêmement importante. Donc, c'est pour souvent répondre aussi aux personnes qui disent « Ah mais moi j'ai rien contre les personnes qui sont telle chose, mais tant que je les vois pas. » Et en fait, non, l'intime est politique. C'est-à-dire que on peut respecter et on doit respecter des personnes qui souhaiteraient aussi revendiquer une forme d'appartenance. Eu égard que ce soit une appartenance ethnique, une appartenance en tant que personne victime de racisme, une appartenance au spectre LGBTQIAP+, de faire aussi de sa transidentité une appartenance forte et un symbole de lutte, tout comme on peut aussi avoir envie de dire écoutez, moi je suis sur le spectre LGBTQIAP+, bon ben voilà, c'est un non-sujet et je souhaite que ce soit un non-sujet pour tout le monde. Tout ça se respecte, mais il ne faut pas avoir à l'esprit qu'il faut imposer sa vision du monde au reste parce que ça nous froisserait. Non, il faut respecter quelqu'un qui dirait bah, moi je suis une personne racisée et je vais te dire ce que c'est que le combat contre le racisme. Voilà. Donc le côté une société qui serait pas assez ci ou trop ça, etc. C'est souvent oublier que la société c'est toi, c'est moi, c'est nous. Enfin, je veux dire, on fait partie de cette société. Qu'on le veuille ou non, on fait partie de cette société. Et il y a un slogan en écologie qui dit il est trop tard pour être pessimiste. Et en réalité, ouais, il y a plein de choses qui vont pas dans notre société, c'est vrai. Mais c'est trop tard pour être pessimiste, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on essaye d'avancer. Et voilà, tout est politique, ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas, les associations qu'on défend, celles qu'on défend pas, pour lesquelles on donne notre temps. Les streams qu'on regarde, tout à fait, la cantine tous les jours, midi 45, 17h. Non, effectivement, mais oui, tout ça c'est politique parce que ça forge une conviction, une pensée. Et surtout, même si on n'est pas d'accord, au pire, ça donne des armes à ton ennemi. Enfin, je veux dire, si tu... Alors, je dis pas qu'il faut s'infliger du Zemmour si on n'est pas d'accord avec Zemmour, juste pour savoir comment Zemmour pense. Au bout d'un moment, ça peut faire mal à la tête. Mais de quand même s'intéresser, même à des personnes qui ne penseraient pas comme nous, et de comprendre le cheminement de pensée et d'être ouvert à cette discussion. Encore une fois, c'est facile pour moi de dire ça parce que je ne vis pas de discrimination. On va pas demander à une personne homosexuelle de parler avec un homophobe toute la journée juste pour comprendre comment une personne homophobe pense. Enfin, évidemment. Mais moi, en tant que privilégié, je peux le prendre ce temps. Je peux le prendre d'essayer d'écouter, de recueillir. Il y a des outils concrets qui sont mis en place notamment sur la chaîne. Alors le premier c'est le trigger warning, le TW. Trigger warning en fait c'est un outil, alors peut-être il y en a certaines ou certains dans la salle qui savent ce que c'est. Ça te gêne? C'est le fait que ça clignote? Ah, c'est Emmanuel Macron qui te gêne. Ouais, j'aurais dû mettre un trigger warning. Ouais. Trigger warning, c'est le fait de dire attention, il y a un terme, un sujet, une personnalité politique qui peut vous rappeler un trauma et du coup vous avez pas, enfin vous venez sur Twitch, vous venez en ligne, vous n'avez pas forcément envie d'être confronté à ça. Tu vois, si on parle d'un sujet très grave, un sujet qui fait appel à un drame personnel vécu. Donc on met en place des outils, c'est-à-dire que sur Twitch tu peux muter le streamer ou la streameuse, et moi en général j'ai un unspinner à la main, voilà, et je dis bon ben on va parler de ça, et une fois que c'est fini j'agiterai cet objet pour dire que vous pouvez réactiver le son, voilà, et on aura fini le sujet. Est-ce que le trigger warning c'est pas, et encore une fois je fais la provoque pour qu'on discute, c'est à ça que répond on peut plus rien dire, le fait que je dois faire attention à ce que je dis parce que je connais pas ton vécu et que ça pourrait te choquer? Alors le on ne peut plus rien dire, souvent il est pour dire oh là là c'est dommage, aujourd'hui on peut plus agresser et on peut plus être raciste de façon un peu rigolote. Ben non, parce qu'en fait si on voit aussi qu'il y a eu une montée des extrêmes, etc., c'est pas que la faute des responsables politiques, c'est aussi parce que on a laissé dans une société s'installer, je sais que c'est multifactoriel, mais on a laissé s'installer dans une société un certain nombre de clichés. Si on a fait de l'homophobie ordinaire, du sexisme ordinaire, du racisme ordinaire, ça avait rien d'ordinaire pour les personnes qui le vivaient, hein. C'était juste une accumulation. Donc aujourd'hui, si bien sûr qu'on peut tout dire, hein. On peut tout dire, c'est simplement on s'expose aux répercussions. Mais crois-moi, hein, tu peux aller là au milieu de la salle et dire la pire horreur, hein. Tu seras peut-être juste arrêté par la police parce que il y aura des conséquences à tes paroles. Mais on peut aujourd'hui toujours conduire sans ceinture, on peut le faire. C'est juste qu'on risque d'être arrêté.
Et puis il y a des conséquences au-delà de pour soi être arrêté, c'est qu'on peut aussi en mourir si on conduit sans ceinture ou on peut blesser quelqu'un avec son corps qui est projeté. Bon, le on ne peut plus rien dire. Tu peux toujours être raciste et l'exprimer si tu le souhaites, mais tu vas savoir que tu blesses des personnes, savoir potentiellement que tu peux te faire arrêter et ce que tu dis est un délit. Donc voilà, donc si on peut toujours tout dire, c'est juste qu'il y a des conséquences et heureusement qu'on est là pour protéger aussi les personnes qui sont victimes. Mais croyez-moi, on peut tout dire. Et puis il y a des contextes aussi, hein. Si vous êtes dans un comedy club, il y a plein de sujets qui sont abordés parce qu'on sait que c'est l'endroit où on peut. C'est un endroit où... Mais on n'est pas tous et toutes là des professionnels de l'humour, hein. Laisser ces cascades super dangereuses à des gens dont c'est le métier sur scène, de faire des sketchs super casse-gueule sur les origines ethniques, sur le genre et sur les orientations romantiques ou sexuelles. Et ces personnes-là sont sur scène pour ça, qu'on aime pas, qu'elles se fassent poursuivre ou pas, mais on n'est pas des professionnels de l'humour là quand on est avec des potes. Mais donc c'est aussi c'est pas pour ménager la sensibilité d'une personne qui juste serait alliée, mais c'est potentiellement, tu viens pas sur Twitch pour entendre un rappel d'un drame familial qui vient de se passer, tu vois. Et il y a des jours où tu vas pouvoir l'entendre. Si toi ce matin t'as perdu ton chat est mort par exemple, t'as pas envie d'aller sur un stream où on va évoquer ce sujet. J'évoque volontairement ce sujet pour ne pas en citer des plus touchy encore, hein, bien sûr. Mais si ça se trouve, 3 jours après, tu seras enclin d'en parler. Et si ça se trouve, tu auras envie et besoin de parler de la mort de ton chat. Donc c'est respecté. Mais si ça se trouve, dans le chat, il y aura quelqu'un qui sera dans le même cas. Il faudra juste prévenir que le sujet peut être là. Rappel des lois, donc effectivement, on rappelle les lois, hein, le fait que voilà, faut pas confondre opinion, délit, etc. Il y a une note d'humeur, ça c'est quand quelqu'un arrive sur le chat, je lui demande pas oh, tu vas bien, parce que tu vas bien, c'est un peu rapide, c'est donne-moi ta note d'humeur de 1 à 10. Comment tu te sens aujourd'hui de 1 à 10, c'est quoi ton échelle? Physiquement et moralement. Tu peux décorréler les deux, ouais, moi j'aime bien le dire comme ça. Bon, souvent c'est une note d'humeur, mais j'aime bien dire, mais tu peux décorréler aussi le moral et le physique, parce qu'il y a des gens qui vont me dire aujourd'hui je suis à 3, j'ai le Covid, je suis pas bien, mais moralement je suis à 8, je suis à 9, bon c'est bien. Ou l'inverse, je vais très très bien physiquement, mais alors je suis down moralement. Voilà, donc c'est... Et ça c'est à l'instant T, c'est-à-dire que dis-moi comment tu te sens, d'ailleurs toi... Comment tu te sens, Matt, sur une échelle de 1 à 10 là? Moi je suis hyper bien, je suis avec Geek Live, je suis avec vous. Je suis un peu fatigué parce que ça fait une semaine qu'on court pour organiser tout ça. Mais je sais pas, je suis à 9 sur 10, je vais te dire. Ok, c'est chouette. Bon, tant mieux. Et je vous invite aussi parfois à vous poser la question, vous, parce que répondre soi-même intérieurement, juste comment ça va, c'est vraiment de se dire, attends, si je dois mettre le curseur aujourd'hui, je suis à 7, donc j'ai une petite marge de progression, qu'est-ce qui ferait que je vais plus... Bon voilà, c'est des petits outils internes. D'ailleurs dans le chat, quand je demande aux personnes comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10, je dis vous pouvez répondre dans le chat ou vous pouvez juste vous poser la question, c'est ok même si vous me répondez pas. Voilà. Ensuite il y a le fait de fédérer une équipe, un sentiment d'appartenance en fait avec l'équipe modératrice pour ne pas laisser tout dire au même titre que l'intelligence collective et situationnelle fait que ça se passe très très bien dans les streams. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas compris et qui arrive en disant avec un pseudo qui essaye de me faire dire quelque chose qui lui pense subversif, tu vois. Je prends l'exemple d'un troll qui va arriver et il dit son pseudo c'est doua te moi le cul, tu vois, et il pense que c'est très subversif de me faire dire doite-moi le cul. Et je lui dis bon alors visiblement tu veux clipper ce passage, donc et tant qu'on reste, parce que moi ça me dérange pas parce que quand la personne arrive sur le chat pour remettre le contexte de la chaîne, t'accueilles les gens en citant leur pseudo. Donc si j'écris un pseudo nul, je t'oblige à dire un pseudo nul. Voilà, ça me dérangera jamais, parce que c'est pas grave en soi, c'est pas contre la loi, c'est juste pour essayer de mettre mal un streamer. Moi ça me dérange pas, mais je vais expliquer pourquoi. Si par contre c'est quelque chose qui fait référence à des génocides, à du terrorisme, à quelque chose ou de la pédocriminalité, etc. Là par contre c'est non, c'est hors la loi, c'est machin. Là un truc potage comme oh là là le zizi, je vais lui dire bon je vais te dire oh là là le zizi, c'est bon, on a fait oh là là le zizi. Est-ce que vous voulez le filmer? Voilà, mais attention, moi je peux en rire de ça. Je peux en rire parce que c'est sporadique et ponctuel, c'est-à-dire ça arrive rarement. Une personne femme, une personne trans ou une personne LGBTQIAP+, pour qui ça va en fait être un moyen de lui faire dire quelque chose pour la mettre mal à ce moment-là et qui s'apparente, et ça en est, à du harcèlement.
c'est pas ok. C'est pour ça que moi quand j'ai des trolls comme ça, je leur dis oh là là le zizi, ok je l'ai dit, mais je te demande juste de avoir la décence de ne pas le faire sur le stream des autres. Ok, moi ça va, je peux en rire, mais ça fera pas rire tout le monde. Moi ça me va, ok. Et je leur dis mais viens premier degré te présenter. Et si ça se trouve, t'as plein de choses intéressantes et intelligentes à dire. Et très souvent ça a été le cas. J'ai eu des gens très cool à l'issue de ça. Mais effectivement l'équipe modératrice elle permet de faire en sorte de trier relativement vite quelqu'un qui serait là pour faire une blague très potache, pas ultra drôle mais qui reste ok en ce qui me concerne, mais qui le serait pas ailleurs. Par contre dès qu'il y a un truc qui dépasse les limites, on stoppe. Ensuite il y a la priorisation de la vie réelle, c'est de jamais mettre de pression sur les personnes, c'est-à-dire que voilà, t'assistes à un stream, il y a quelque chose qui se passe chez toi, la vie passe avant tout. Accueil, présentation, prise en compte du ou des pronoms. Ça c'est super important et ça peut se faire de façon subtile, mais les personnes qui viennent en ligne, c'est un pseudo que vous voyez, c'est un pseudo, c'est une attitude. Vous ne pouvez ni présager d'un genre ou de quoi que ce soit, même si la personne s'appelle Benjamin, tu sais pas si c'est juste un pseudo ou si la personne qui s'appelle Benjamin n'est pas une femme ou ne s'identifie pas en tant que femme, et tout ça, ça se respecte. Il y a des façons subtiles de le demander. Qui sont bah moi c'est ce que je dis bah bienvenue à toi, dis-moi si je dois te dire soit le bienvenu, soit la bienvenue, soit la bienvenue, c'est à toi de me dire, et voilà, et comme ça met en place, peu importe que tu t'appelles Robert ou Cynthia. En fait moi ça me change rien parce que je peux pas savoir si Robert ou Cynthia sont hommes, femmes, et en fait comment est-ce qu'elles veulent être considérées à ce moment-là dans le chat. Donc c'est ce respect-là et cette prise en compte-là. Il y a des outils qui existent aussi sur Twitch pour le faire. Et puis le respect du parcours militant ou non de chacune et chacun. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas tous et toutes cette construction ou cette déconstruction-là. Je veux dire, c'est fort de nos rencontres, fort de qui on va côtoyer, ce qu'on va vivre, ça va nous forger ou pas une opinion. Non, puis tu peux être profondément antiraciste ou inclusif et tout ça, et le faire de façon silencieuse en fait, et ne pas en avoir fait un combat. Tu détestes pas l'autre, mais tu vas pas en manif pour le dire. Bien sûr, et puis tu peux même être de très très bonne foi et véhiculer un certain nombre de clichés sans le faire exprès. Alors, ça, il y a un vrai truc. Comment tu fais à ce moment-là pour lutter contre les habitudes et pour lutter contre toi-même? Tu vois, moi, il y a des trucs que je remarque. Parce que ça fait, quand on discute ensemble depuis quelques mois, parce que j'ai d'autres gens beaucoup plus militants que moi, et que, comme toi, d'un point de vue extérieur, j'ai quand même l'air d'être plutôt du côté de l'oppresseur. Typiquement, il y a des expressions, je dis souvent les gars pour dire les gens. Du coup, il y a un moment, il faut lutter contre toi-même. Maintenant, je le sais, je l'ai identifié, mais ça sort toujours. Comment tu fais pour lutter contre toi-même et tordre un peu ces mauvaises habitudes ? Eh ben, moi je pense que ça passe par la pédagogie et la sensibilisation. C'est-à-dire que vraiment il faut... Moi je suis enclin de prendre le temps avec tout le monde, encore une fois, tant qu'on respecte les personnes et la loi. Tu vois, je prends le temps de parler avec toutes les personnes parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on se réveille pas en ayant tous les termes en tête, on se réveille pas en comprenant comment on ressent telle personne, mais on peut avoir l'ouverture d'esprit de dire... Bah, je savais pas que ça, par exemple, ça pouvait froisser des gens. Ça veut pas dire que tu vas changer du tout au tout. Ça veut pas dire que toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas plus jamais dire bonjour à tous, sans se dire ah bah tiens, j'aurais pu dire bonjour à toutes et à tous, tiens, pour être un peu plus inclusif. Ou bon, ça, c'est pas ça qui va faire en sorte que la société se casse la gueule, mais c'est une première marche. C'est une première marche pour essayer d'arriver. Tu sais, on peut aussi se former, se sensibiliser en ligne. Le collectif Nous Toutes, qui est un collectif féministe, propose des formations en ligne sur les violences sexuelles et sexistes, par exemple. Enfin, contre les violences ou pour les identifier. De voir en fait que ça se compose comme une pyramide. On ne naît pas agresseur ou oppresseur, on ne naît pas allié ou déconstruit. Tout ça, c'est un parcours de vie. Et dans les violences sexuelles et sexistes, on voit cette pyramide-là qui commence sur des abus de langage, qui commence sur des blagues sexistes, tu vois, des blagues où on fait pas attention. Ah, un peu des clichés. Ah, elle sait pas se garer, c'est une femme. Ah, ah, ah. Et en fait, ça veut pas dire que ça, à partir de là, tu deviens un agresseur. Mais une petite partie des personnes qui sont sur ce premier étage de la pyramide vont accéder au second étage de la pyramide, qui lui vont être carrément des vraies remarques sexistes. Et puis une partie de ces personnes vont accéder au troisième étage, qui va être des agressions verbales. Et puis il va y avoir du harcèlement, et puis etc. Et on monte en fait dans cette échelle. C'est pas parce que toi t'as pas un langage inclusif que tu es l'agresseur tout en haut de cette pyramide. Non. Mais si déjà tu fais en sorte de te dire waouh, attends, je vais essayer de réfléchir pas passer... pour te maintenir en bas de la pyramide, quoi. Et de pas te laisser par hasard escalader ce truc-là. Exactement. Donc c'est brique par brique. Ça, et puis je te dis,
c'est un cheminement. Moi, il y a 5 ans, j'avais pas le vocabulaire que j'avais aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'avais même pas exactement la même vision du monde que j'ai aujourd'hui. Et je pense que dans 10 ans, ou même dans 1 an, j'aurais encore appris des choses parce que j'aurais été au contact d'eux, j'aurais été sur le terrain. Je fais partie d'une association où on fait des interventions en milieu scolaire pour de la sensibilisation contre les violences LGBTQIA+, et contre la LGBT-phobie en gros, et contre le sexisme. C'est bien de se confronter aussi aux réalités de collège et lycée, tu vois, parce qu'on peut être dans une bulle militante et oublier en réalité ce qui peut se dire dès le plus jeune âge. Et il faut essayer de faire preuve de pédagogie et de déconstruire, désamorcer ça. Les fameuses bulles, soit militantes, soit celles que construisent les algos, les réseaux sociaux pour nous, où en fait tout le monde pense comme nous, puisque l'algo t'a donné des potes, et en fait tout le monde est d'accord avec moi, parce que tu vois que des gens d'accord avec toi. Ouais. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis très content moi quand quelqu'un dit, commence sa phrase par « alors je suis pas complètement d'accord avec toi », je me dis « wouh !» Trop bien, une opportunité de comprendre comment est-ce qu'on peut penser autrement que moi, parce que je sais comment je pense. Donc c'est d'être ouvert à cette discussion et voilà, après ne jamais chercher à convaincre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de dire juste tiens, peut-être que mes lignes peuvent un tout petit peu bouger. C'est-à-dire que si tu parles de ce qui te divise, même avec mon meilleur pote ou ma meilleure pote avec qui je suis d'accord dans les grandes lignes sur plein de choses, je vais pas être d'accord à 100%, et heureusement, sinon ce serait du fanatisme. Enfin, je veux dire, ce serait... Donc c'est de se dire ok, il y a des points de divergence, mais sur quoi on est d'accord? Même avec quelqu'un qui pense pas du tout comme moi, je suis sûr qu'on a plein de points communs. On veut, je sais pas, être en sécurité chez soi, on veut le bien pour les personnes qu'on aime, on veut pouvoir être libre. Ok, par contre, on a des façons différentes d'y accéder. Mais en réalité, on a plein de points communs. Donc de parler de ce qui nous rassemble et ensuite de voir que on a des chemins d'accès différents, moi ça me permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on en vient à penser ça, et la personne en face, ça lui permet de mieux comprendre aussi comment moi j'en viens à dire je préfère cet outil que celui-là, quoi. Voilà dans les grandes lignes pour répondre à ta question. C'est ce que je mettais. Alors sur la chaîne, on aborde des sujets, on a des sujets du jour et des discussions informelles. Le fait de traiter de façon concrète sans jamais se positionner en tant que spécialiste, tu vois, autoproclamé des sujets de société permet cette progression plus ou moins douce et une réintégration et une désinvisibilisation des sujets auprès des personnes concernées ou non. Tout ce qui va être question de genre, etc., peuvent paraître très nouvelles pour des personnes qui n'y étaient pas du tout confrontées. La pop culture ne nous a pas aidés jusqu'à il y a quelques années à avoir une vraie représentation en termes de couleur des gens, en termes d'origine ethnique, sociale, en termes d'appartenance et de spectre d'orientation romantique ou sexuelle, et dans le genre. C'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire que de plus en plus c'est la pop culture, même la culture geek, même si j'aime pas ce terme, mais même si on se le réapproprie justement, mais tout ça se le réapproprie en disant voilà, on veut être représentatif et représentatif, mais il faut désinvisibiliser un certain nombre de sujets. C'est plus un truc de niche non plus. Là tu parles de pop culture et de culture geek qui reste flagué sur un truc de niche, ce qui est un peu ridicule, puisque quel âge ont aujourd'hui les mecs et les filles qui avaient 15 ans quand ils sont allés voir Star Wars en 77. Donc aujourd'hui tous les gens sont un peu infusés de cette culture geek. Mais on a aussi la chance d'avoir aujourd'hui de plus en plus de médias. Moi ce que je trouve flagrant, c'est sur les séries ados et les séries qui racontent de la vie de lycée par exemple, où tu as de plus en plus de diversité, de différents points de vue, de personnages qui vont changer de points de vue, d'orientation, de sexualité, de plein de choses. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout nous quand on a grandi dans les années 90, si vous êtes vieux comme moi, 2000 si vous êtes un peu plus jeune comme Quentin, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout à l'époque. Et ça arrive sur des séries de grandes plateformes de SVOD ou même sur les chaînes généralistes. Ce qui n'existait pas, c'était la représentativité. Les personnes trans, les personnes LGBT, les personnes victimes de racisme, elles ont toujours existé, elles ont toujours été là depuis l'Antiquité, on a des traces de ça. Donc c'est le fait qu'on se soit mis à représenter pour permettre, faire en sorte que des personnes puissent s'identifier, disant en fait c'est ok d'être telle personne, c'est ok de penser comme ça, c'est ok de ressentir ça, je me légitime, c'est ok. S'il y a autant de sigles derrière le LGBTQIAP+, c'est pas pour enfermer les personnes dans des cases, c'est pour dire t'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui traversent ce que tu peux traverser et tu peux trouver des ressources, tu peux trouver des communautés. C'est une étiquette temporaire ou non qu'on souhaite montrer ou ne pas montrer, c'est intime, mais l'intime est politique comme on a vu avant. C'est pour se reconnaître. Si on ne te dit pas que toute cette diversité existe, tu vas essayer malgré toi de vivre sur une certaine forme de normativité intégrée,
tout en n'étant pas toi-même. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes qui l'ont vécu jusqu'ici. Donc le fait qu'il y ait des séries comme Sex Education, le fait que toute cette émergence dans la pop culture de représentativité soit là, ça permet à des personnes de se dire waouh, en fait il y a quelqu'un qui me ressemble et en fait rien n'est impossible pour moi. Donc je n'ai pas à ne pas être qui je suis. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir se reconnaître. Donc c'est chouette, c'est très très chouette ce qui est en train de se passer. On n'a pas fait naître des personnes qui n'existaient pas avant. On leur permet simplement de pouvoir s'exprimer et de vivre. Waouh, c'est une belle avancée. Donc on ne peut pas plus rien dire, mais on peut maintenant tout montrer et montrer que la société, elle est extrêmement diverse. Et c'est super. Enfin, vraiment, c'est chouette ça. Les réactions qui posent le plus de problèmes et qui disent « Ah non, mais moi, ça, j'aime pas. Ça. » Est-ce que c'est pas simplement parce que tu bouscules quelque chose, tu bouscules un confort. Là, en fait, dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, recueillir la parole de l'autre et tout, c'est aussi pouvoir accepter que ton intime conviction soit pas forcément la réalité de tout le monde. Et c'est une position qui est pas confortable. Ça veut dire que te remettre en question, c'est pas confortable. Non, c'est pas confortable. Par contre, c'est extrêmement gratifiant et il faut se décomplexer aussi. On a tous et toutes une pensée primaire. Une pensée primaire qui est là parce que selon comment est-ce qu'on a grandi, selon avec qui on a été, on va avoir une pensée primaire presque reptilienne qui peut être pas très ok, même avec nos valeurs, en disant wow, pourquoi j'ai regardé quelqu'un comme ça dans la rue et pourquoi ma première pensée elle a été bizarre. Mais elle dure 2 secondes et ensuite on se dit mais non, mais évidemment que je pense pas comme ça. Bon, décomplexons-nous, ça peut arriver à tout le monde parce qu'on est tellement formaté, conditionné par avec qui on a grandi, où est-ce qu'on a grandi, dans quelle société, etc. Enfin, que c'est normal, entre guillemets, d'avoir une pensée qui aille contre sa déconstruction future. Vas-y. Ton cerveau reptilien, c'est pas quelqu'un de bien ? Pas toujours. Mais pas toujours, parce que ton cerveau reptilien, quelque part, alors sans faire un appel de la nature et de parler de ce que je ne maîtrise pas, mais on est plutôt conditionné pour apprécier et essayer d'être aux côtés de personnes qui nous ressemblent. Physiquement, intellectuellement... Et ben ouais, du coup ça va un petit peu à l'encontre du vivre ensemble que tu as envie de développer. Donc ton cerveau reptilien, s'il te fait te dire oh là là, c'est bizarre, quelqu'un qui me ressemblait pas, j'ai eu une toute petite réaction épidermique qui a duré 1 microseconde, mais en fait j'ai rien fait, je l'ai pas manifesté, je sais qu'elle est pas ok, je sais que... Bon ben ça va, je veux dire, c'est pas... ce qui se passe dans ta tête, personne sera la police de la pensée. Par contre, tu vas être responsable de tes actes, de tes paroles, de tes gestes, et c'est tout ça qui est à remettre en question. Mais c'est extrêmement gratifiant que de déconstruire un petit peu ce qu'on a pris pour acquis jusqu'à maintenant. Tu sais, le siècle des Lumières, c'est le point de départ de ce que aujourd'hui on appelle le wokisme, le fameux wokisme. Les woke, en fait, c'est un dérivé qu'on a utilisé aux États-Unis du mot éclairage. C'est-à-dire que les Lumières disaient tiens, je mets à la lumière d'autrui, enfin le prisme d'autres personnes, ce que je sais aujourd'hui. J'éclaire avec la lumière d'autres personnes le dogme que j'avais jusqu'à maintenant. Éclairer, éveiller, réveiller, wake, woke. Bon voilà, donc woke c'est pas un gros mot, hein. D'abord c'est un plat asiatique, ça n'a rien à voir. Non, et ce que je veux dire par là, c'est que essayer de prendre en considération le point de vue ou le vécu d'une autre personne pour l'intégrer et faire preuve d'empathie, appelez pas ça woke si ça vous dérange, mais c'est simplement essayer de favoriser le vivre ensemble. Sinon, tu restes que avec toi-même et c'est pas très valorisant ni gratifiant. Les personnes qui... Vas-y. Je vais un peu plus loin. Tu parles du vivre ensemble et de sinon tu restes seul avec toi-même. C'est aussi ok de rester seul avec toi-même. Et tu peux être... Pardon, si tu ne l'exprimes pas, encore une fois, parce que dès que tu l'exprimes, c'est un délit, mais tu peux avoir des convictions homophobes, même si ça me dérange, par exemple, ou racistes et tout ça. Tant que tu es tout seul chez toi, tes convictions, elles ne dérangent personne. C'est à partir du moment où tu commences à les exprimer et à les infliger aux gens, et je dis infliger, que ça devient compliqué. Ben c'est ça, tant que tu respectes les personnes et la loi, en réalité, ce qui se passe dans ta tête, ça se passe dans ta tête. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont des phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, c'est d'essayer d'imaginer qu'à un repas de famille, t'as un couteau et tu dis, ben, c'est fou, je pourrais très bien poignarder ma voisine. Bon, tu le fais pas, tu vois, tu le fais pas. Mais c'est des pensées intrusives qui peuvent exister. Chacune peut avoir... Alors, pour le coup, les phobies d'impulsion, elles peuvent toucher tout le monde. J'avais entendu parler de ça. Ah ouais? Je pense que dans la salle, il y a des gens... Moi, je suis parfois victime de phobie d'impulsion. Quand ma fille était toute bébé et que je la portais dans les bras, je me disais, mais c'est oufissime parce que là, si je la lâchais,
en fait, elle serait super fragile, je pourrais lui faire du mal et ça me terrifie. Bon, je savais que c'est en fait le cerveau qui se prémunit de le faire. Si tu y penses, c'est que en fait ton cerveau dit tu vas pas le faire. C'est pareil que l'appel du vide. Vous savez, quand vous êtes au bord d'un précipice, vous dites oh, mais qu'est-ce qui me retient de sauter? Plein de choses. Si ces pensées intrusives, pour le coup je le dis pour les personnes qui se reconnaîtraient, si ces pensées intrusives deviennent presque trop intrusives, vous hantent et que ça peut être comme un handicap pour vous, n'hésitez pas, il y a des professionnels de santé mentale, des psys, on peut faire de l'EMDR, donc c'est une thérapie courte cognitive avec des mouvements rétiniens. On peut travailler là-dessus, enfin, ça peut se résoudre avec des petits exercices de façon très rapide. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester avec ça, vu qu'on fait un petit segue là-dessus. Mais tu peux penser ce que tu veux, personne ne sera jamais la police de la pensée et qui est là pour dire ça c'est ok, ça c'est pas ok comme pensée. Par contre, si on a envie de tous et toutes vivre ensemble, on doit respecter les lois et les lois elles sont là pour encadrer justement et essayer de faire en sorte que ces lois soient respectées. Mais les lois parfois sont légèrement en retard sur un changement de société. Dans le code civil d'il y a 210 ans, les personnes noires étaient considérées comme du mobilier. C'est-à-dire que si un huissier de justice venait saisir vos meubles, il saisissait aussi les personnes dont vous étiez propriétaire et qui étaient noires. Aujourd'hui, je pense que personne, j'espère en tout cas, n'est d'accord pour dire que les personnes noires sont à considérer comme des meubles. Ceci étant, la loi, même à l'époque, il y avait des gens qui ne considéraient pas ça comme ok. Donc la loi après a évolué pour essayer d'être en ligne. Donc non seulement essayer de se battre pour faire évoluer les lois et faire en sorte que les lois soient respectées si elles sont allées dans le bon sens, c'est aussi ce qu'on fait sur la chaîne. C'est de parler de tout ça pour essayer de sensibiliser. Le mariage, pour tout ce quoi qu'on en pense, a été une évolution de la loi. Mais avant ça, il y avait déjà des personnes qui s'aimaient et qui auraient eu envie de se marier. Enfin, tu vois. Donc la loi a rattrapé aussi un retard. Donc parfois, la loi rattrape des lacunes et des retards là-dessus. Ok. Tu attends, je relance. Bon, et très rapidement sur la chaîne, donc on essaye d'évoquer plein de sujets tout en jamais ne se plaçant comme spécialiste autoproclamé. Donc on évoque plein de sujets, on les source ces sujets, donc ça peut être voilà, les expériences de mort imminente, l'art de se poser les questions, le genre, la charge mentale, l'IVG, le pouvoir des couleurs, l'épistémologie, enfin voilà, je vous laisserai les consulter. Et après c'est un lieu d'échange en fait, tu t'es spécialiste de rien, t'as préparé tes sujets, tu t'es un peu documenté quand tu abordes un sujet, mais tu es surtout là pour en discuter avec les gens qui vont être présents. Oui, et puis vulgariser le point de vue de spécialiste tout en citant le ou la spécialiste qui a dit ça et en donnant accès aux sources de tous ces fichiers là que je vous montre, enfin tous les sujets qui sont évoqués sont disponibles sur le Discord, c'est-à-dire vous pouvez télécharger le PDF et avoir du coup toutes les sources, tout ça, les vidéos qu'on a évoquées, etc. pour se remettre dans le sujet, se faire un avis, parce que nous on présente quelque chose, on va présenter l'écologie au quotidien. Après, chacun il fait, en fait ce qu'il ou elle veut. Donc voilà, c'est plus cette démarche-là. Et en gros, et après, parce que j'imagine que après on va être pressé par le temps peut-être, je sais pas. Mais comme ça on pourra avoir un temps d'échange. En conclusion là-dessus, l'idée c'est d'essayer d'ouvrir une porte ou même une brèche, l'idée d'un débat, même interne, avoir une démarche honnête et régulière en ce qui me concerne, respecter toute personne et faire preuve de bienveillance. C'est-à-dire que moi je ne clash pas à la première maladresse. Si cette maladresse elle est pas contre la loi et les personnes, j'essaye de prendre le temps de dire ok, alors je vais te dire pourquoi ici, dans ce contexte-là, c'est pas très ok comme terme, mais tu peux pas le savoir si je te le dis pas, tu vois, ce qui n'est pas dit n'est pas su. Donc je vais prendre le temps. Prendre conscience de nos domaines où nous pouvons être privilégiés et en faire une force militante si on le souhaite, ou se positionner en tant que personne concernée si on l'est. Se souvenir que la société c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ne pas perdre trop son énergie sur les opposants et les opposantes, et puis être bien outillé, être bien entouré. Tout ça c'est un outil. Un outil, ça peut être mal utilisé. Je prends l'exemple d'un bûcheron il y a 150 ans. Tu lui aurais présenté une tronçonneuse, il aurait dit ah alors là non, parce que ça peut tuer quelqu'un, ça c'est extrême comme outil. Oui, mais si tu utilises bien cet outil, il va te faire gagner du temps. Il est dangereux comme tous les outils. Internet est un outil qui est à la fois extraordinairement formidable pour tout ce que ça a apporté et qui peut être dangereux si on l'utilise mal, tout comme l'est une tronçonneuse pour couper un arbre. Donc voilà, il faut bien utiliser ces outils et il faut essayer d'être bien accompagné, bien entouré. On s'est placé d'un seul côté de la lutte depuis qu'on discute. Je voudrais juste qu'on fasse un pas de côté pour se placer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a des gens
qui seront, encore une fois, je résume, mais qui seraient du côté de l'oppresseur et qui peuvent se sentir attaqués par ces luttes égalitaires. L'exemple qui me vient en tête, c'est des gens qui répondent à des tweets féministes en disant « Ah non, mais pas tous les hommes, hein, not all men ». Et pourquoi est-ce que ça, c'est une réponse qui n'est pas appropriée, et pourquoi est-ce que ça, si moi je suis un mec et que je me sens pas agresseur, quand je devrais pas réagir comme ça quand je lis « Non, mais tous les hommes font ça ». C'est que ça fait perdre beaucoup de temps aux luttes en fait. Je veux dire, si on se bat contre les luttes de racisme et qu'il faut prendre en considération toutes les personnes qui disent mais moi je suis pas raciste, attends, et qui empêchent les personnes qui sont militantes. Imagine une manif et on doit aller de Bastille à Nation à Paris, tu vois, et en fait t'es bloqué par en permanence des personnes qui disent alors j'entends vos slogans mais moi je suis pas comme ça, ça va, je suis pas comme ça. Et la manif elle pourra jamais avancer. Donc parfois tu dis ok, je suis pas exactement comme ça mais je vais suivre parce que justement je suis pas comme ça et qu'il y en a qui sont comme ça. Ça peut te froisser d'entendre que il existe une masculinité toxique en tant que mec en disant mais moi je suis pas toxique. Mais tu traces toi-même ta ligne de où se situe la toxicité. Fais confiance aux personnes qui vivent cette masculinité toxique en tant que victime, pour dire que elle peut être présente partout. Si toi t'es irréprochable, illégitime, eh ben viens camarade, on a besoin de toi, viens, sois le meilleur allié possible. Mais respecte aussi qu'à ce moment-là, si ça se trouve, ta parole aura un peu moins de poids. C'est entre toi et toi, c'est pas grave. Elle aura un peu moins de poids parce que les personnes concernées ont besoin d'avancer. Moi je vois souvent les luttes égalitaires comme le théorème de l'élastique. Dans les luttes égalitaires, dans les combats pour le mieux vivre ensemble, on va voir ça comme un élastique. Parfois il faut tendre l'élastique et on dit waouh, ça va pas un peu loin. Ouais. Et après, l'élastique, il va revenir à une position qui est relativement ok. Mais il va falloir aller suffisamment loin pour que les personnes les plus extrêmes et les plus engagées, mais aussi les plus en souffrance, aillent très très loin pour qu'ensuite, l'opinion aura suivi pour s'entendre peut-être sur un juste milieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont véganes, il y a des personnes qui sont pro-viande et qui voilà, et puis il y a des personnes qui disent moi j'essaye de mieux consommer, d'en manger moins, etc. Tout s'entend, mais déjà si on arrive à aller dans le bon sens d'une prise de conscience écologique, etc., il y aura toujours des personnes qui vont plus loin que nous. Il faut voir de quel côté de la barrière on se place. Mais si on trace nous-mêmes la ligne en disant ah non mais pas tous les hommes parce que moi ça me concerne pas, et je vais t'expliquer, je vais prendre 2 heures de ton temps pour te dire pourquoi moi j'aide parfois dans la charge mentale. Ok, c'est très très bien, merci beaucoup et prends ta médaille, c'est très chouette. Mais là pour le coup il faut qu'on avance. Et je comprends que pour ces personnes-là, ça puisse être une souffrance à ce moment-là. De dire, mais moi, on m'amalgame à quelqu'un, je suis pas un oppresseur. Ouais, mais là, tu fais perdre du temps à la lutte. Donc, si tu veux que la lutte, elle puisse avancer, on en parlera tout à l'heure, ou on en parlera autrement, ou continue de faire des choses bien. Si tu es persuadé que toi, t'es pas un oppresseur, eh ben continue, c'est super, il faut que tout le monde soit comme toi. Yes. Mais essaye d'aider une cause dans laquelle tu crois, tu vois. Sans retirer la couverture à toi, du coup. Ouais. Dans la mesure du possible, mais je comprends que ça puisse exprimer aussi une souffrance. Faut la prendre en compte. Venez sur la cantine. Moi, je suis un mec cis. Alors venez me dire que vous n'êtes pas comme ça. Yes. Mais n'emmerdez pas les personnes qui font des cercles militants et qui ont besoin d'avancer, pour le coup, sans vous. Venez me le dire à moi. Venez. Y a pas de problème. Je propose qu'on se quitte là-dessus parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci d'avoir suivi nos échanges ici en direct dans l'espace conférence Geek Life Radio Alpa. C'était donc beaucoup. Quentin de la chaîne Twitch La Cantine. Toutes les conférences de Geek Life sont à retrouver en podcast. Vous tapez Geek Life Festival et podcast dans un moteur de recherche et vous retrouvez tout ce qu'on a fait ensemble. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine conférence. À bientôt. Merci beaucoup.